Bonjour, chronique littérature, aujourd'hui littérature japonaise et littérature classique, puisque chose très improbable sur ce blog, je vais parler de poésie. Et oui, avec l'anthologie de la poésie japonaise classique, qui avait été conçue en 100 ans, traduite, préfacée, commentée par Gaston Renaudot, et que l'on trouve aujourd'hui en poche dans la collection Poésie des éditions Gallimard. C'est un livre qui fait environ 250 pages, qui se lit assez vite évidemment, puisque poésie. Cela a longtemps fait partie des running gags débiles de ce blog, ma détestation de la poésie et des poètes. Comme de juste je forçais le trait par provocation idiote, mais j'imagine que ça ne trompait personne, d'autant qu'il me fallait bien confesser de temps à autre que j'avais lu et apprécié Rimbaud et Baudelaire ado, comme un ado quoi, et qu'un Totoro Hugo par-ci, un Totoro Hugo par-là, eh bien ma foi. Depuis, ça se complique. Mais j'imagine que c'est ma méconnaissance alors qui prime. Le fait est que je ne connais rien à la poésie contemporaine, en français ou dans d'autres langues. Enfin, avec tout de même une exception pour Yann Bank, dont j'avais chroniqué 2 ouvrages. Bon, oui, il y avait de la pause dans tout ça. Mais si je ne méprise pas le registre autant que j'ai pu le prétendre, le fait demeure que je n'y suis globalement guère sensible, outre que je suis ignare. Ces derniers temps, avec mon engouement nippon et la reprise des études, la question a pris un tour plus sérieux. Il me fallait en apprendre au moins un minimum concernant la poésie japonaise. Une perspective qui ne m'enchantait pas forcément à la base, surtout parce que mon expérience de lecteur de haïku s'était vite avérée désastreuse, je n'y comprenais absolument rien. Mais j'ai bien fini par tenter le coup, et je me suis découvert un attrait inattendu pour la poésie japonaise classique, mais disons vraiment classique avec des guillemets, c'est-à-dire celle des époques Nara et Heian surtout. J'en avais eu quelques aperçus dans des œuvres essentiellement poétiques, notamment les contes d'Issei et le dit de Heichu, mais aussi dans d'autres œuvres citant occasionnellement de la poésie, par exemple certains journaux, Nikki, lus dans la brillante anthologie 1000 ans de littérature japonaise, éditée par Nakamura Ryoji et René de Sekati, et qui comprend certes des moments purement poétiques, et c'est un domaine qu'il me faudra creuser, c'est prévu. Autre exemple dans les chroniques du cycle épique des Taira et des Minamoto, et au premier chef dans le Didaike, voire en remontant bien plus haut dans le Kojiki même. Parallèlement, d'autres œuvres ont pu raviver mon intérêt plus que limité pour la poésie japonaise des ères prémodernes ultérieures, par exemple Insectes de Lafcadio Hearn. Je me disais donc qu'il pourrait s'avérer utile de revenir sur la question et de lire bien davantage de poésie japonaise classique. Autant dire que cette anthologie me tendait les bras. Composée par Gaston Renaudot, dont j'avais apprécié le rendu sobrement élégant de la traduction des contes d'Issei, justement, un bien curieux personnage que ce général Renaudot. Elle envisage quelque chose comme, disons, 12 siècles de poésie japonaise, du Manyoshu à la rénovation de Meiji, selon une périodisation classique, peut-être critiquable ça et là, mais c'est du pinaillage. Chaque période ici a ses spécificités, et c'est là que j'émettrai peut-être une très timide critique, car la sélection opérée par l'anthologiste appuie sans doute un peu trop sur des changements de forme drastiques. J'aurai l'occasion d'y revenir et à plusieurs reprises. Par contre, le rendu très simple, faussement peut-être, de cette traduction me paraît donc un atout. C'est peut-être moins élégant que, disons, les circonvolutions archaïsantes dont est coutumier un René Sieffert, par exemple, mais cela parle bien plus intuitivement, et je suppose que c'est tant mieux dans le contexte de la poésie japonaise classique. Mais, pose de détestation de la poésie ou pas, le fait demeure, je ne me sens clairement pas armé pour livrer une critique pertinente en matière de poésie, encore moins que pour tout autre registre. Du coup, cette chronique va prendre une forme peut-être un peu inhabituelle, parce que je vais faire beaucoup de citations. J'aurai bien quelques commentaires à émettre de temps en temps, ne serait-ce qu'au regard du contexte historique, mais l'essentiel résidera bien dans les extraits des œuvres traduites par Gaston Renaudot. Vous l'échappez belle, hein? Le drame, c'est qu'il me faudra lire toute cette poésie pour cette version YouTube de la chronique, et ça promet d'être sportif. Autre conséquence notable, cet article est pour l'essentiel une sélection dans ce qui était déjà une sélection, et je ne prétends certainement pas en avoir extrait le meilleur, c'est même assez improbable. Simplement ce qui m'a le plus parlé à titre personnel, moi je, me, myself, I. Allez, c'est parti. La première période envisagée par Gaston Renaudot est fort longue, puisqu'elle va des premiers siècles de notre ère à la fin du 8e siècle, je cite. Il rassemble donc plusieurs ères classiques en une seule. Cette mention des premiers siècles de notre ère, toutefois, me paraît un peu douteuse, et il me paraît certain en tout cas qu'on ne peut pas remonter au mieux, vraiment au mieux, au-delà de l'ère Kofun, qui s'étend de 250 à 538.
Plus probablement faut-il y voir l'ère Asuka, autrement pertinente ici, qui s'étend de 538 à 710, moment où débute l'ère Nara, avec l'installation dans la nouvelle capitale impériale. L'ère Nara s'achevant quant à elle en 794. La question est compliquée, notamment parce que l'on rattache clairement Kofun à la proto-histoire japonaise, et éventuellement Asuka aussi, mais pour partie seulement. Car le rapport à l'écriture est alors problématique au Japon, et à cette époque justement, les choses évoluent radicalement. Le japonais a longtemps été une langue purement orale, d'où cette longue proto-histoire. C'est le modèle offert par le puissant voisin qui va s'avérer déterminant. La littérature japonaise originelle est en fait largement une littérature chinoise. Si une littérature proprement japonaise devait avoir une origine, ce serait, dit-on, avec le Kojiki, remis à l'impératrice Genmei en 712. Nous sommes déjà presque à la toute fin de notre période à ce compte-là. Mais c'est de toute façon une œuvre hybride entre le japonais et le chinois, d'une lecture au mieux compliquée. En fait, la question se prolongerait encore quelques siècles, puisque la mise en forme d'une langue japonaise écrite distincte de la langue chinoise écrite, et rappelons que les deux langues sont on ne peut plus différentes au plan aussi bien de la grammaire ou de la syntaxe que des intonations, etc., cela prendrait encore du temps, avec l'introduction des kana, etc. Cependant, même avec cette ambiguïté fondamentale, une littérature japonaise se développe progressivement dès l'époque archaïque, mais surtout au 8e siècle, donc à l'époque de Nara pour l'essentiel. Et c'est une littérature qui est au premier chef poésie, selon des formes empruntées à la Chine, mais bientôt adaptées, où le caractère syllabique prononcé de la langue japonaise s'accommode bien de procédés de composition poétique s'attachant au nombre de syllabes, ou de morts plus exactement, et non à quelque autre aspect tel que la rime. On trouve assez tôt l'alternance classique entre vers de 5 et de 7 syllabes, sur des formats plus ou moins longs, plus ou moins rigides. Ces poèmes proprement japonais sont appelés collectivement waka, mais se subdivisent en plusieurs sous-genres, dont les plus importants sont les poèmes courts ou tanka, ceux qui connaîtront la plus longue prospérité, au point que le mot waka en finira à terme par désigner les seuls tanka, et aussi les poèmes longs ou choka. En témoigne ce qui constitue probablement le premier vrai monument littéraire japonais, à l'époque de Nara, aux environs de 760 plus précisément. Le cas du Kojiki antérieur étant donc très particulier, il ne serait véritablement lu que bien plus tard dans le courant des études nationales. Je veux parler du Man-yōshū, ou recueil des 10 000 feuilles, qui constitue d'une certaine manière, et en dépit de certaines difficultés, notamment l'emploi selon les cas des caractères chinois pour leur valeur signifiante ou pour leur valeur phonétique, l'acte fondateur de la poésie japonaise classique, en compilant un très grand nombre de poèmes de l'époque archaïque et de celle de Nara. Des poèmes par ailleurs très divers, qui pouvaient tenir aussi bien de l'épopée que de l'intime, célébrer l'édification d'un château ou une partie de chasse satisfaisante, aussi bien que déplorer la fin d'une idylle ou la mort d'un enfant, etc. Le Man-yōshū demeurera une référence de base, dûment complétée au fil des siècles par d'autres anthologies présentant un même caractère officiel. On parle d'anthologie impériale. Il y avait bien sûr aussi des compilations privées et parfois du plus grand intérêt. Et notamment lors de la période suivante, on peut citer comme ça le Kokinshu, qui constitue l'autre modèle éternel du poème classique nippon, peut-être insurpassable, mais ça, ce sera plus tard donc. Pour l'heure, tenons-nous-en au Man-yōshū, car tous les poèmes cités par Gaston Redondo pour cette première période en proviennent. Et d'emblée, mon compte-rendu comportera un certain biais. En effet, les poèmes longs ou choka, constitués d'un nombre variable car indéterminé, de vers alternant en principe 5 et 7 syllabes, pour finir sur 2 vers de 7 syllabes, sont assez rares dans l'ensemble de cette anthologie, et probablement en fait dans l'ensemble de la poésie japonaise. On en compte quand même quelques-uns, et tout particulièrement aux sources de la pratique poétique nippone. Le Man-yōshū en figure donc un certain nombre, même si les poèmes courts ou tanka sont bien plus nombreux. 4207 contre 265, je crois que c'est clair. Mentionnons pour mémoire qu'il y avait d'autres types de poèmes dans cette compilation, dont certains en chinois, mais bien plus minoritaires encore de manière générale. Celui qui s'en tire le mieux est le format du Sedo-ka, avec ses 6 vers 5-7-7, 5-7-7, ce qui le rapproche donc du tanka en termes de longueur, mais il n'y en a que 62 exemples dans tout le Man-yōshū. Les poèmes longs ont dès lors quelque chose d'exceptionnel dans cette anthologie, qui privilégiera ensuite systématiquement les poèmes courts, tanka d'abord, plus loin haïku. Avec l'exception hors concours des pièces de nos de l'époque de Muromachi, en fait, les choka meurent pendant les Heian. Cependant, dans le contexte particulier de la compilation originelle, ce sont souvent les poèmes qui m'ont le plus parlé, ces poèmes longs, même s'il y a des titres divers.
Notez aussi qu'ils datent tous du 8e siècle, et tant pis pour la période archaïque dont la pertinence ici est décidément un brin douteuse. Commençons par le dialogue de deux pauvres de Yamanoe no Okura, 660-733, un diplomate qui s'était rendu en Chine et en avait été fortement imprégné de pensées confucéennes. Mais il était aussi connu, semble-t-il, pour ses poèmes sur les miséreux et les enfants. En témoigne sans doute le présent poème qui, au-delà du poignant tableau de la pauvreté, a aussi, j'imagine, quelque chose d'une réflexion éthique. Le premier pauvre. Dans la nuit où la pluie tombe, mêlée au vent, dans la nuit où la neige tombe, mêlée à la pluie, il fait un froid contre lequel on ne peut rien. Je mâche à petits coups un morceau de sel dur, je bois à petites gorgées de la lie de saké dans l'eau tiède, tout en soufflant et reniflant, je caresse une barbe rare. Je puis bien me vanter qu'en dehors de moi il n'est homme qui vaille. Mais il fait si froid que je tire sur ma tête ma couverture de chanvre. J'y ajoute, autant que j'en possède, mes vêtements de toile sans manches. Mais la nuit est vraiment froide. De ceux plus pauvres encore que je ne suis, le père et la mère sans doute ont faim et se gèlent. La femme et les enfants sans doute gémissent d'une faible voix. En pareille circonstance, comment t'y prends-tu pour mener ta vie? Le second pauvre. Le ciel et la terre sont vastes, dit-on, mais pour moi comme ils sont étroits. Le soleil et la lune brillent à ce qu'on assure, mais pour moi ils ne luisent guère. En est-il pour tous de même, ou pour moi seulement? Par fortune, je me trouve homme. Comme tous les autres hommes, je suis fait. Ma veste de toile non doublée pend en lambeaux comme du varech. Ce ne sont que haillons jetés sur mes épaules. Dans ma cabane qui penche, croulante, le sol nu et jonché de la paille tirée d'une botte. Mon père et ma mère dorment près de mon chevet. Ma femme et mes enfants, à mes pieds, m'entourent en geignant. Du foyer, aucune fumée ne s'élève. Dans la marmite, les araignées ont tissé leur toile. On a oublié comment on fait cuire un repas. Nous sommes là, gémissant, comme l'oiseau de Noé, quand le chef du village, porteur de sa canne, jusque dans notre chambre, vient nous appeler, pour raccourcir, comme on dit, un bâton déjà trop court. Est-elle donc à tel point sans remède, la vie de ce monde? Deux petites précisions concernant les propos du second pauvre. Quand il se dit homme, il faut entendre par là le genre humain, pas le sexe masculin, mais avec également une connotation bouddhique liée au cycle des réincarnations. Cette condition, supérieure à celle des animaux, se mérite, elle est un privilège. Quant au chef du village qui vient raccourcir un bâton déjà trop court, il faut entendre par là qu'il prélève des taxes sur un ménage aux revenus déjà insuffisants. Certains des poèmes longs repris dans cette anthologie ont un contenu mythologique, et éventuellement épique, qui me les a rendus plus appréciables encore dans leur dimension de récit. Cela sera parfois toujours le cas dans la poésie ultérieure, mais dans un registre davantage allusif, format court oblige, où par ailleurs l'affectation aura régulièrement sa part. Combien de variations sur le bouvier et la fileuse. Mais là encore le cas des pièces de Noh de l'époque Muromachi est à part. Dans ce registre et dans le Manyoshu, j'avoue avoir été séduit notamment par cette évocation anonyme, on sait seulement que l'auteur a vécu au 8e siècle, de la légende d'Urashima. On trouve ça à pages 69 et 71. Un jour de printemps couvert de brume, à Suminoe me promenant sur le rivage, je regardais les barques de pêche qui se balancent sur les flots. Alors j'ai pensé à une histoire de jadis. Le jeune Urashima de Mizunoe était fier de sa pêche au thon et à la dorade. De 7 jours il ne rentra pas à la maison. La limite de la mer il avait franchi dans sa barque. Soudain, ramant vers lui, vint la fille du dieu de la mer. Ils s'entretinrent et s'éprirent l'un de l'autre. Ils échangèrent des serments et se rendirent au pays de la vie éternelle, la main dans la main. Ils entrèrent tous les deux dans une demeure splendide de l'enceinte du palais du dieu de la mer, sans vieillir ni mourir. Un long temps il passa, mais l'insensé étant fils de ce monde, parla ainsi à son épouse. Quelques moments je voudrais retourner à la maison, prendre des nouvelles de mon père et de ma mère. Je reviendrai, disons, demain. Quand il eut parlé, sa femme dit « Si dans ce monde de vie éternelle tu veux revenir, et comme maintenant vivre avec moi, n'ouvre jamais le coffret de toilette que voici. » Il en fit le serment et le répéta. À Suminoe revenu, il chercha sa maison, il ne vit plus de maison. Il chercha son village, il ne vit plus de village. Perplexe, il restait là, pensif. Depuis 3 ans seulement qu'il avait quitté la maison, se pouvait-il que jusqu'à la clôture elle eût disparu? Si pour voir j'ouvrais ce coffret, comme autrefois la maison ne serait-elle pas là?
Il entr'ouvrit le précieux coffret de toilette, et alors un nuage blanc s'échappa de la boîte et se répandit jusqu'au pays de la vie éternelle. Bondissant sur ses pieds, il cria, agitant ses manches, trépigna, se roula à terre. Soudain son esprit s'affaiblit, sa peau qui était si jeune se couvrit de rides, ses cheveux qui étaient noirs devinrent blancs. Bientôt le souffle lui manqua, et finalement la vie le quitta. Du jeune Urashima de Mizunoe, je vois le lieu de la demeure. Dans un genre relativement proche, encore que le principe mythologique s'y montre autrement discret, ou en tout cas différemment que noté, j'ai trouvé très poignant cet autre poème anonyme du 8e siècle, intitulé ici En regardant le tombeau de la jeune fille d'Unai, pages 72 à 74. Depuis son âge non encore fait d'enfant de 8 ans, jusqu'au moment où ses cheveux furent noués en un flot lâche, la jeune fille d'Unai, à Ashinoya, resta invisible aux gens du voisinage, car elle était enfermée comme une chrysalide dans son cocon. Nous voulons la voir, disaient irrités ceux qui, venus la courtiser, assiégeaient la maison. Un garçon de Chinu, un autre d'Unai, dans une compétition ardente comme une hutte en feu, se lançaient tour à tour des défis d'une voix forte. Mettant la main sur la poignée de leurs sabres bien affilés, portant à l'épaule un arc d'un bois neigeux et un carquois, ils juraient de sauter dans l'eau et même dans le feu. Ils dressaient l'un contre l'autre leur rivalité. Alors la jeune fille parla ainsi à sa mère. Lorsque pour ma personne, insignifiante comme un méchant bracelet de pierre, je vois des hommes vaillants se disputer, même si je vis, peut-on parler pour moi d'union? Je les attendrai au pays de la mort, dit-elle, et soupirant, dans l'ombre, ainsi qu'un étang perdu dans la lande, elle s'enfuit de ce monde. L'homme de Chinu la vit cette nuit-là en songe, il la poursuivit et la rejoignit dans la mort. Resté seul, l'homme d'Unai leva les yeux au ciel, gémit, rugit, il se jeta à terre, grinçant des dents, poussant des cris. Par un de semblable, je ne serai jamais vaincu. Et, saignant son poignard qu'on accroche à la hanche, il partit sur les traces de son rival, comme on cherche à l'igname sauvage. Les familles se réunirent, et voulant laisser un témoignage qui dura de longues générations pour qu'en des âges lointains on se transmit cette histoire, la tombe de la jeune fille, elles édifièrent au milieu, les tombes des deux hommes, elles édifièrent de part et d'autre. Écoutant cette histoire, quoique je n'ai point connu ce temps, comme pour une mort récente, oh, combien j'ai pleuré. J'apprécie tout particulièrement cette idée du témoignage pour les générations ultérieures. Le poète avait-il conscience que son poème remplirait à son tour ce rôle? On peut en douter. Mais si lui pleurait devant les trois tombes, nous pouvons, quant à nous, être émus par son évocation. C'est peut-être ironique, ou plus probablement grandiose, d'une certaine manière la substance d'une poésie demeurant en dépit de l'impermanence du monde, comme un rempart, peut-être. Un dernier exemple, un peu plus court, néanmoins toujours un choka, où un anonyme du 8e siècle à nouveau œuvre dans un registre plus abstrait d'une certaine manière, en décrivant le cadavre d'un homme noyé. Page 82-83. Dans la mer où l'on entend les cris des oiseaux à distance des hautes montagnes, ayant pris pour oreiller les algues du large, sans porter fût-ce un vêtement fin comme des ailes de mouche luisantes, sur la grève marine où l'on prend le poisson, cet homme a passé la nuit là, sans conscience. N'était-il pas un enfant chéri par sa mère et par son père? N'avait-il pas une femme tendre comme une jeune herbe? Transmettrai-je pour vous des paroles d'affection? Mais on a beau lui demander sa maison, il ne dit pas sa maison. On a beau lui demander son nom, il ne dit même pas son nom. Tel le petit enfant géniard, il ne sait prononcer une parole. Quoi que l'on en pense, il y a de lamentables choses en ce monde. Oui, moi aussi, la conclusion me laisse sans doute un peu perplexe. Je préfère en retenir ce qui précède et qui, à tort ou à raison, m'a évoqué quelque lointain ancêtre du dormeur du Val, peut-être avec son oreiller d'algues. On en arrive alors à la période Heian, soit de la fin du 8e siècle à la fin du 12e siècle. Une période que l'on présente souvent, mais peut-être un peu trop hâtivement, car il y a un sous-texte plus ou moins conscient à ce discours, comme constituant l'âge d'or du Japon, sa propre incarnation de l'Antiquité. Un Japon complexe, certes, où le modèle chinois et les aspirations qu'il serait sans doute encore trop tôt pour qualifier de national cohabitent dans un creuset culturel propice au développement de la littérature jusque dans ses formes les plus sophistiquées. En tout cas, dans le cadre de cette anthologie de la poésie japonaise classique, en changeant de période, on change de format, et peut-être de manière un peu artificielle.
Globalement, en histoire, les époques de Nara et de Heian peuvent être envisagées comme formant un tout, que le seul changement de capitale finalement n'affecte guère. Ce passage d'une ère à l'autre, si l'on y tient, a-t-il eu un réel impact sur la poésie? En dehors du fait que l'on passe en même temps du Manyoshu originel à, pour l'essentiel, une deuxième compilation de grand renom, le Kokinshu, dont sont extraits la quasi-totalité des poèmes que je vais maintenant citer, on est en droit de se poser la question. Même si une évolution notable paraît pouvoir être observée de manière objective, l'abandon assez vite du Choka pour privilégier le seul Tanka. La sélection de Gaston Renaudot l'affiche nettement. En effet, tous les poèmes que je vais citer ici, et dont la plupart, sinon tous, des très nombreux poèmes compilés pour cette période, sont à vue de nez des tankas. Comme tels, ils adoptent la structure classique concernant l'alternance du nombre de syllabes 5, 7, 5, 7, 7. Et les autres formes de poésie, Choka en tête, semblent dès lors reléguées au passé, et même au passé le plus lointain. Ceci étant, ces tankas, dont c'est l'âge d'or, sont très divers. Je commence avec cet anonyme de l'époque Heian. Plus encore que sur l'eau qui court écrire des chiffres, chose vaine est d'aimer celle qui ne vous aime. La littérature de Heian était souvent l'affaire de femmes. Murasaki Shikibu est sans doute la plus célèbre avec son monumental roman qu'elle le dit du Genji, mais elle a aussi écrit de la poésie. Nous en avons quelques exemples dans cette anthologie même. D'autres s'y sont appliqués, éventuellement dans le cadre de leurs journaux, j'y reviens de suite, comme Izumi Shikibu, né vers 970, ou encore Seishonagon. Et on pourrait sans doute en citer bien d'autres, de bien des manières. Mais Dame Issei, qui bénéficie en outre de l'antériorité, est peut-être considérée comme la plus importante dans l'art spécifiquement poétique. En voici une pièce. Pas même en rêve je ne veux être vu de lui, car chaque matin en regardant mon visage flétri, j'ai honte de moi-même. Une autre célébrité maintenant, un homme cette fois, Kii no Tsurayuki, un personnage assez fascinant. Outre de très nombreux poèmes comme celui qui va suivre, on lui doit notamment une préface au Kokinshu, dont il fut le principal compilateur et où l'on trouve donc ce poème, préface qui, fait semble-t-il jusqu'alors inédit, constituait un essai de théorie poétique remarquable, aussi sensible que pointu. Mais je note qu'il fut aussi l'auteur du journal de Tosa, lu dans 1000 ans de littérature japonaise, excellente anthologie. Le genre du journal Nikki était alors naissant. En fait, le journal de Tosa en est le plus vieil exemple dont on dispose. Pourtant, il semblerait qu'à l'époque déjà, il ait été considéré comme une pratique réservée aux femmes, surtout parce qu'on y associait l'usage des kana, encore très récent. Les hommes lettrés se devaient d'écrire en kambun, le chinois littéraire qu'il prisait par-dessus tout. Aussi l'avait-il écrit en tant que femme, et en se figurant lui-même en tant qu'homme comme un personnage extérieur désigné à la troisième personne, ce qui contribuait au passage à flouter les frontières entre ce genre et la fiction, mais aussi donc à orienter la littérature japonaise postérieure dans une voie lui permettant de s'émanciper de l'étouffant modèle chinois. C'était un texte étonnamment émouvant par ailleurs, mais voici donc un échantillon de sa poésie. Fleur de cerisier qui ne connaissez le printemps que depuis cette année, puissiez-vous ne jamais apprendre qu'un jour vous devrez tomber. Bien sûr, les grands artistes ont leurs disciples qui rivalisent avec eux le cas échéant. Mibu no Tadamine, bien qu'un peu plus âgé, fut un disciple de Kii no Tsurayuki et participa avec lui à la compilation du Kokinshu. On y trouve les 3 poèmes qui suivent. Les herbes flottantes, sans racines, ne peuvent s'arrêter dans les remous d'une cascade. De même, mon cœur flotte sans trouver à se fixer. Depuis notre séparation, où elle me montre un visage froid comme la lune à l'aube, rien ne me semble aussi triste que le petit matin. Le vent d'automne vibre comme une harpe, dont le seul écho sans raison avive ma passion pour l'aimer. Maintenant, un poème de Kiyohara no Fukayabu, par ailleurs l'arrière-grand-père de Seishonagon. Qui donc à l'amour a pu donner son nom? Il aurait dû l'appeler tout simplement mourir. Oui, ils sont nombreux ces tristes petits poèmes amoureux, même s'il ne faut sans doute pas s'y méprendre. Bon, déjà, il y a bien d'autres thèmes que l'amour dans les poèmes rassemblés par Gaston Renaudot pour la période. Ensuite, quand c'est bien de l'amour qu'il s'agit, il n'est pas systématiquement si triste, et le badinage peut aussi être de la partie. En fait, ce sont là des aspects que j'avais vu mentionner à la hâte, et avec plus ou moins de compétence, oui, quand j'avais lu les contes d'Issée traduits également par notre général de Renaudot,
Au passage, le nom d'Issei ici ne renvoie pas à la poétesse, on attribue l'essentiel de ses poèmes à un homme, son héros en fait, Adiwara no Narihira, dont les œuvres sont bien sûr citées ici. Autre exemple, le dit de Heichu, de manière peut-être plus explicite car le ton y est d'emblée plus cocasse. Une fois de plus, cet article est une sélection au sein d'une sélection, et il faut croire que ces amours tristes me parlent plus que tant d'odes à l'automne, figurant coucous et lespédèse. C'est tout, on ne peut rien en conclure d'autre. Notez, nos poètes mouillent plus qu'à leur tour leur manche dans la plupart des cas. Mais pour le coup, je vais conclure cette section avec 3 poèmes passablement dépressifs en dehors de tout contexte amoureux explicite, histoire de. Commençons dans la joie avec Minamoto no Muneyuki, mort en 983. Dans le village de montagne, la solitude de l'hiver semble encore plus triste quand on songe que se sont évanouies, fanées, les figures humaines comme les plantes. Continuons dans la joie avec l'archevêque Gyoson, qui aperçoit ici un arbre alors qu'il effectue une retraite. Notons au passage que nous délaissons enfin le Kokinshu, que nous avons longuement suivi. Le présent poème est extrait d'une autre compilation postérieure et moins renommée. Ô cerisier de montagne, prenons-nous en pitié l'un l'autre. En dehors de tes fleurs, je ne connais personne. Et concluons la période dans la joie avec Fujiwara no Atsuyori, le moine Doin. Mes pensées sont tristes. À la vérité, ma vie se prolonge, mais je ne supporte pas ces misères, et mes pleurs coulent. La période suivante est celle de Kamakura, qui s'étend de la fin du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle. Si les 2 périodes antérieures ont été abondamment traitées, fourmillant de nombreux extraits, au point d'occuper les 2 tiers du recueil environ, ce foisonnement n'est plus du tout de mise pour toutes les périodes qui suivent, quelles qu'en soient les raisons. Précisons tout de même qu'il faut ici se méfier de ces préconçus, et je vous renvoie notamment à l'histoire du Japon médiéval, Le Monde à l'envers, de Pierre-François Souiri. Le Moyen-Âge japonais, et en cela est-il si différent de l'européen, n'est pas la période sombre que l'on a longtemps voulu, par artifice intéressé, opposée à la supposée gloire antique de Heian et à son éventuelle renaissance ultérieure lors de l'époque Edo. Simplement, il a une culture qui lui est propre, celle des bushi, qui génère des formes nouvelles, tandis que, peut-être, la poésie, sur un modèle très conservateur, tend pour un temps du moins à devenir le loisir un peu badin d'une aristocratie impériale, plus guère à la page, et qui se contente de répéter inlassablement les mêmes codes. En fait, la période suivante témoignera avec éclat de ces formes nouvelles associées au Moyen-Âge japonais, avec le no de Zeami. Mais pour la période qui nous intéresse ici, les grandes œuvres ne manquent pas non plus. Au-delà des seules chroniques historico-guerrières telles que le dit des Heike, pensez par exemple aux fabuleuses notes de Macabane de moine de Kamo no Chomei, également poète et cité ici dans ce registre. Mais le regard porté sur la poésie de Kamakura demeure assez peu enthousiaste. On a l'impression, vraie ou fausse, ici, d'une certaine décadence de l'art poétique, en dépit de réussites marquées occasionnelles. Impression renforcée par le nombre plus que limité des textes cités. Mais ce processus remontait sans doute déjà à Heian, et il est complexe à appréhender. Je suppose qu'un exemple l'éclaircira un tant soit peu dès le premier poème de cette période que je citerai. Mais nous pouvons donc constater que nous n'avons dans cette anthologie de la poésie japonaise classique qu'un très très bref aperçu de la poésie de Kamakura, et je suppose qu'il y a là comme un biais donc, alors même que, au regard des dates de vie et de mort de nos auteurs, la scission avec l'époque Heian n'est peut-être pas si franche en matière d'arts et lettres qu'elle l'a été sur le plan politique. Citons tout de même quelques exemples. Je commence avec Fujiwara no Ariie, dont je vais citer 2 tanka. Le premier est titré ici Hiver, et certes le jeu d'évocation des saisons est une pratique courante de la poésie japonaise, de manière plus marquée encore dans les haïkus, où cela deviendra un procédé de composition en tant que tel autant qu'un thème, mais nous ne sommes pas encore là. Regrettant l'année qui passe, les pêcheurs d'Ojima, à l'eau qui trempe leurs vêtements, ajoutent les larmes qui tombent sur leurs manches. Ce poème me plaît bien, sans quoi il ne serait pas ici, mais je suppose qu'il est l'occasion de faire une remarque d'ordre plus global, éclairant peut-être mes propos introductifs de cette section. En effet, il y a ici un jeu de mots sur le nom de l'île, Ojima ou Oshima, Shima signifie île, et le verbe Oshimu, qui signifie regretter. Le genre de jeu de mots que l'on retrouve très très souvent dans ces poèmes classiques.
En fait, ce jeu de mots précisément se retrouve dans d'autres poèmes plus loin dans l'anthologie, et je ne suis vraiment pas certain que Fujiwara no Hariie ait été le premier à en faire usage. La valeur poétique demeure dans le cas présent, mais tous ceux qui usent de ce même jeu de mots ne brillent pas autant. Et là, pour le coup, c'est probablement le signe effectivement d'une certaine décadence du genre poétique, dont les prémices remontent peut-être à Heian et liées à l'affectation des poètes de cour, tout particulièrement de ceux que nous appellerions des poètes du dimanche, et ils sont nombreux. Certains d'entre eux reprennent sans cesse, comme par automatisme, les mêmes jeux de mots 1000 fois employés, ou, dans un registre assez proche, des épithètes poétiques, on serait tenté de dire homériques, devenues elles aussi autant de clichés, mais qui suffisent à occuper un vers ou deux. Dans des tankas, ou pire encore des haïkus plus tard, car les générations ultérieures ne seront pas forcément épargnées par ce travers, cela peut occuper jusqu'à deux vers, n'en laissant plus que trois, pour que notre poète se montre un peu plus inventif, voire personnel. Toujours ça de gagner, hein. Mais dans le cas du présent tanka, cela me paraît fonctionner. La répétition ultérieure du même procédé produira un effet tout autre. Citons un deuxième poème de notre auteur, où l'amour triste a des accents de dépit, voire de colère. Je ne t'oublierai pas, m'avait-elle assuré en me disant adieu. Pourtant, depuis cette nuit-là, seule la lune, suivant son cours, est revenue. Je passe maintenant à Minamoto no Sanetomo, qui ne fut pas que poète, mais aussi le troisième shogun de Kamakura. Il est mort jeune, comme vous pouvez le constater. Il est mort assassiné. En fait, politiquement, il n'a de toute façon guère brillé. Titulaire de la charge du Bakufu, il n'a guère été qu'une marionnette, notamment vis-à-vis des régents Hojo complotant dans l'ombre. Mais il a par contre brillé en tant que poète et a été très tôt reconnu à cet égard. J'en citerai deux œuvres dont la première n'évoque certes pas le gouvernement militaire qu'il était censé exercer. Quelle pitié! À sa vue, les larmes roulent sans fin, cet enfant qui n'a plus de parents, cherchant en vain sa mère. Je suppose que le deuxième poème a un caractère allégorique. Oh, ces vagues mugissantes qui du large déferlent sur la grève, dans un tumulte de déchirures, de cassures et d'éclaboussures. Mais on considère généralement que le plus grand poète de cette ère turbulente fut Fujiwara no Sadaie, plus connu sous le nom de Teika. Il avait d'ailleurs lui aussi œuvré en tant que compilateur comme certains de ses illustres prédécesseurs. En voici deux échantillons dont le premier développe le jeu sur les saisons précédemment mentionnées. Je promène mes regards. Les fleurs, les feuilles rouges aussi, ont disparu. C'est un soir d'automne dans ma hutte du bord de mer. Deuxième poème et retour à l'amour triste. Même si tu prends un autre oreiller pour reposer ta tête, garde-toi bien d'oublier le souvenir du clair de lune qui tombait sur cette manche trempée de nos larmes. Ah, ces manches trempées. Tiens, ça sonnerait presque comme une épithète poétique, ça. Non? Bon, qu'importe. Nous en avons déjà fini avec Kamakura. Et on en arrive donc à la période de Muromachi, de la fin du XIVe siècle à la fin du XVIe siècle. Du moins est-ce ainsi que la délimite Gaston Redondo. En fait, la périodisation est ici un peu confuse, car on distingue souvent la fin de cette période, particulièrement agitée, sous d'autres noms, comme Sengoku, qui appuie sur le chaos de la guerre civile, ou Azuchi Momoyama, qui met l'accent sur les chefs de guerre Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi, et avec des dates limites plus ou moins indécises, jusqu'à ce que Tokugawa Ieyasu vienne trancher cette indécision, bien sûr. Mais surtout dans le cadre de cette anthologie de la poésie japonaise classique, on change radicalement de format, et cette fois de manière franchement artificielle, je suppose. En effet, pour l'ensemble de la période, Gaston Redondo n'a pas sélectionné des poèmes à proprement parler, mais a puisé, et uniquement, dans le pan de la littérature où cette ère a particulièrement brillé, le théâtre No, et tout spécialement les pièces de Zeami, le grand maître du genre. Au point en fait où sa parfaite maîtrise a quelque peu étouffé toute tentative de création, sans même parler d'innovation dans ce registre après lui. Les pièces de No comprenaient des passages en prose et d'autres versifiés destinés à être chantés, comme plus tard le Joruri ou Brira Chikamatsu Monzaemon. Je vous renvoie par exemple à mon retour sur le premier tome de ces tragédies bourgeoises. Et c'est dans ces passages en vers que l'anthologiste, connu pour avoir été un grand amateur et traducteur de No, a puisé ses exemples de la poésie de Muromachi, ce qu'il ne fera pas pour Chikamatsu lors de l'époque Edo, et uniquement dans ses pièces. Nous ne sommes donc pas en présence de poèmes présentés comme tels, et la mainmise étouffante de Zeami est ici manifeste. Des 7 pièces dont Gaston Redondo cite des extraits, 5 sont assurément de sa plume, et très probablement une autre encore.
Forcément, le rapport au contexte n'est pas du tout le même que dans mes citations précédentes. Il y a une histoire à rappeler au préalable. L'anthologiste livre donc des explications en tête de ces extraits que je vais synthétiser à mon tour avant d'en livrer des extraits des passages versifiés. Je vais retenir ici deux no, tous deux signés par le maître Zeami. Outre leur auteur, ces deux pièces ont aussi en commun de faire référence à des événements historiques, figurant notamment dans le dit des Heike. C'est loin d'être systématiquement le cas, mais pour le coup ce sont ces extraits qui m'ont le plus parlé à titre personnel. D'autant peut-être que les connotations religieuses couramment associées au no, et notamment au passage peu ou prou obligé pour ce que je crois en savoir, où des fantômes font leur apparition, ces connotations donc sont peut-être un peu moins appuyées. En fait, probablement pas dans le second extrait du moins. Tant pis. Nous commencerons par Kagekiyo, avec un double extrait en fait, et la bascule entre les deux moments n'est sans doute pas pour rien dans mon ressenti. Kagekiyo était un guerrier du clan des Taira, ou Heike, vaincu par les Minamoto ou Genji dans la Grande Guerre qui, à la fin du XIIe siècle, a provoqué le changement d'air et assuré la domination du pays au Bushi, événement narré dans le cycle épique des Taira et des Minamoto, dont le point culminant est donc le dit des Heike. Suite à la défaite de son camp, Kagekiyo est exilé en Kyushu, où il se mue en un pauvre vieillard aveugle et débile. Une fille qu'il avait eue d'une courtisane, et de longue date oubliée, se rend auprès de lui. Honteux de sa situation, le vieux guerrier accepte enfin de faire le récit de ses exploits à la bataille de Yashima, même si les Taira y ont été défaits, à la condition toutefois que la jeune femme partira ensuite pour le laisser seul dans sa lamentable et dégradante misère. Dans ce premier extrait, Kagekiyo revient donc sur le grand guerrier qu'il était, au sommet de sa gloire. Dans les barques du clan, épaule contre épaule, genou contre genou, se pressent les guerriers. Rayonnant de gloire, Kagekiyo, plus qu'aucun autre, dans la barque impériale, est indispensable. Au-dessous de lui, les guerriers sont nombreux et fameux. Mais grande est sa renommée que la barque en voguant porte au loin. De son maître, la faveur est constante, partout s'il est envié. En apercevant ses ennemis, il s'écrie « Quel présomptueux !» et au rayon du soleil couchant, il brandit son sabre. Dès qu'il se met à tailler, sans pouvoir résister, ses adversaires devant sa lame s'enfuient de tous côtés. Ils ne m'échapperont pas. Quels lâches vous êtes tous! Aux yeux des Taira comme des Minamoto, quelle honte! En arrêter un est chose aisée, pense-t-il, et mettant son sabre sous son bras, « Je suis Kagekiyo Shichibyo, le mauvais, samouraï des Taira. » Ainsi se nomme-t-il, et il s'élance pour en saisir un. Mihonoya était venu. Kagekiyo veut prendre le couvre-nuque de son casque qui glisse de ses doigts. 2 ou 3 fois Mihonoya s'enfuit. Pourtant, puisque c'est l'adversaire qu'il a choisi, il ne le laissera pas échapper. Il bandit, empoigne le casque, « Heya !» Et comme il le tire à lui, le couvre-nuque se déchire et reste dans sa main. Son possesseur s'est enfui plus loin, il prend de la distance, puis, se retournant, « Tout de même, elle est terrible, la force de tes bras, » s'écrie-t-il. À quoi Kagekiyo, « Ce sont les os de ton cou, Mihonoya, qui sont durs. » Et en riant, ils s'éloignent l'un de l'autre. Plus loin dans la pièce, quand il s'agit de la conclure, en fait, le père et la fille se font leurs adieux, à jamais. Épisode horriblement poignant. Cette histoire évoque mon passé. Le corps en décrépitude, l'esprit lui-même obscurci. Quelle honte! Ce monde, après tout, ne me causera plus longtemps ces souffrances. Ma fin est proche. Hâte-toi de t'en retourner. Quand je n'y serai plus, pour mon âme donne ta prière, afin que l'aveugle dans les ténèbres soit guidé par sa lumière, et dans les chemins difficiles trouve un secours. Adieu, je reste, dit-il. Et elle, je pars. Ces seuls mots dits d'une seule voix, tel est le dernier souvenir que le père et la fille se sont laissés. Je passe maintenant à une autre pièce de no de Zeami, intitulée Kiyotsune. Nous retournons au dernier temps de la guerre entre les Taira et les Minamoto, quand un des chefs Taira, Kiyotsune, conscient que la bataille est perdue et qu'il n'échappera pas à ses ennemis, fait le choix de se suicider. Il n'est certes pas le seul dans ce cas, je vous renvoie, outre les chroniques du cycle épique des Taira et des Minamoto en elles-mêmes, à ce qu'a pu en dire Maurice Pinguet dans La mort volontaire au Japon. En conséquence, il est précipité dans cet enfer où les guerriers sont condamnés à livrer combat inlassablement, mais sa foi en le Bouddha Amida, croit-il, l'en sortira un jour. Seulement d'ici là, Kiyotsune laisse derrière lui une épouse dévastée, et qui déduit du geste de son mari la fausseté de ses protestations d'amour, puisqu'il l'a tant fait souffrir de par son choix égoïste.
Une nuit, l'esprit du défunt la visite en rêve, et l'apparition tourne bientôt à la querelle domestique. Oh surprise! Celui qui m'apparaît pendant que je me suis assoupi est bien Kiyotsune. Mais puisqu'il est certain qu'il s'est noyé, comment pourrais-je le voir si je ne rêvais pas? Même si je rêve, puisque vous daignez m'apparaître, soyez remercié. Pourtant, puisque sans attendre le terme naturel de votre vie, vous vous êtes noyé, m'abandonnant, vos serments de jadis étaient des mensonges, aussi n'ai-je pour vous que de la haine. Plus tard, l'échange s'apaise cependant, et à la demande de sa veuve, le fantôme de Kiyotsune lui fait le récit désolant de ses derniers instants. Or donc, le Bouddha, les dieux, les trois joyaux, nous abandonnent, pensai-je le cœur serré. Chez tous les hommes du clan, l'esprit est en déroute, le courage abattu, les forces évanouies, la volonté brisée. Ils accompagnent ainsi sa majesté qui s'en retourne. Spectacle pitoyable. C'est dans un tel moment que j'appris que l'ennemi se portait sur le Nagato. Alors, prenant une barque, je m'éloignai de la rive, sans but, le cœur plein d'une grande tristesse. Il est vrai que les vicissitudes de ce monde ne sont que rêves après rêves. Comme les fleurs du printemps de Hogen, les feuilles rouges des érables de l'automne de Juhei se sont dispersées et flottent sur la mer. La barque solitaire, par le vent d'automne qui souffle du rivage des saules, est poussée vers le large, comme par l'ennemi vainqueur. Ce rassemblement des héros dans les pins, ne serait-ce pas les étendards des innombrables Minamoto qui ondulent au vent? À cette pensée, mon courage m'abandonne. Oh misère! Après tout, ce corps éphémère comme la rosée doit disparaître, figure passagère emportée par les vagues comme une herbe flottante, ou dérivant à l'aventure dans une barque. Pour ne plus souffrir d'une détresse au terme inconnu, je décide d'en finir en me jetant dans la mer. Sans rien dire, il y a des pins à Iwashiro, je montai sur l'avant et sortis de ma ceinture une flûte. Je jouais un air pur, je chantais un imayo, composais un rohei. Passé, avenir apparurent à mes yeux. Tôt ou tard il faudrait finir sous la vague légère. Le passé ne revient pas, point ne s'arrête le temps. Ma volonté est brisée. Je ne veux voir dans cette vie qu'un voyage qui ne doit pas laisser un regret. Aux yeux du monde j'aurais été un dément, diront les uns, les autres resteront indifférents. Je regardai la lune qui, dans la nuit, descendait vers l'ouest. Allons, je l'accompagnerai. Adoration au Bouddha Amida, au Tathagata Amida. Daigne venir à ma rencontre. Et sur cette dernière imploration de la barque, je me jetai dans le flot qui se retirait. Ô tristesse! Mon corps misérable s'enfonça parmi les épaves du fond de la mer. Quelques notes explicatives. Hogen désigne une ère, ou plus exactement le coup d'État qui la singularise et qui a précipité la lutte armée entre les Taira et les Minamoto, affaire narrée dans le dit de Hogen. Juhei désigne également une très brève ère, 1182-1184, celle où se déroule l'action et qui augure du pire pour les Taira. L'incise mentionnant Iwashiro comprend un jeu de mots un peu gratuit, comme plus haut, sur Matsu qui signifie à la fois pain et attendre. Qu'il s'agisse d'une vraie béquille ou d'ironie, maintenant. Quant à Imayo et Rohei, ces deux termes désignent des sortes de poèmes chantés, mais les uns de style japonais et les autres de style chinois. L'occasion peut être de noter que tout un pan de la poésie japonaise classique n'est pas évoqué ici, et Gaston Redondo lui-même l'admet, les productions les plus populaires, sous forme de chansons le cas échéant. Quoi qu'il en soit, nous en avons fini avec Muromachi. Ne reste plus qu'une ère, couramment appelée Edo, mais que Gaston Redondo préfère appeler ici période des Tokugawa. C'est l'ultime période classique, ou pré-moderne. Elle débute en 1603 avec l'établissement du nouveau shogunat par Tokugawa Ieyasu, et s'achèvera donc avec la rénovation de Meiji en 1868. Une fois de plus, Gaston Redondo opère un changement de format drastique. Si la période Muromachi avec les nœuds de Zeami nous avait ramené à des textes relativement longs, nous revenons maintenant à des textes courts, et même plus courts que jamais, puisque l'intégralité, sauf erreur, des poèmes cités pour cette période sont des haïkus. Généralement ceux que l'on met en avant dans la poésie japonaise comme étant son expression la plus singulière et la plus pure. Les haïkus, ou hokku, ou haikai, sont des poèmes composés de 3 vers faisant 5, 7 et 5 syllabes. Ils sont en fait dérivés des poèmes courts classiques, les tanka, dont ils constituent la première partie, les 3 premiers vers donc. En reste 2, de 7 syllabes chacun, que dans le cadre du lenga, jeu poétique collectif, un poète pouvait être amené à composer dans un souci d'enchaînement des haïkus à proprement parler. Mais le haïku a ensuite gagné son autonomie.
Cependant, au-delà de cet aspect purement formel, le haïku se distingue aussi par ses thèmes, même si l'on retrouve des grands classiques de la poésie nippone, et tout particulièrement l'évocation des saisons, souvent avec des mots-clés ou encore l'idée de l'éphémère, très à propos dans ses œuvres si brèves. Et peut-être plus encore par son ton, qui originellement du moins se veut léger, voire humoristique, et le cas échéant vulgaire. Il y a bien cet aspect d'illumination que l'on associe un peu facilement au haïku, plus ou moins bien compris en Occident, cette confrontation de l'instant et de l'infini notamment, mais aussi beaucoup d'autres choses. C'est fou ce qu'il peut y avoir dans ces toutes petites choses en fait. Dit-on. Car ne nous voilons pas la face, je ne suis certes pas le mieux placé pour en parler. En fait, disons-le, cette anthologie qui m'avait beaucoup séduit jusqu'ici m'a nettement moins parlé dès lors qu'elle s'est consacrée au haïku. C'est que je n'y comprends pas grand-chose et même probablement rien, et que cela ne touche pas davantage ma sensibilité, ce qui est probablement plus gênant encore. L'intérêt du haïku trop souvent me dépasse, sa candeur affichée notamment me laisse perplexe. Je n'en sais pas la raison. Peut-être les deux vers manquants du tanka me donnent-ils une impression de manque. Je ne sais pas. J'y travaille. J'ai accompagné l'achat de la présente anthologie de la poésie japonaise classique d'un autre recueil dans la même collection, Haïku, anthologie du poème court japonais, ainsi que d'un volume reprenant l'intégralité des haïkus du seigneur Basho, en bilingue, la bonne idée. On verra si à force mon goût se développe. En fait, ça n'est pas exclu. Je suppose que le haïku, comme beaucoup de choses finalement, demande à être apprivoisé. Si j'osais la métaphore, mais pourquoi pas après tout, je dirais que j'envisage la question un peu à la manière des strips de Peanuts, la génialissime BD de Charles M. Schulz. Un format proche, si ça se trouve. Pendant des années, je n'ai rien compris à ce qui faisait l'intérêt des mésaventures de Charlie Brown, Snoopy et compagnie. Et puis, à force de tentatives, le Satori est venu. Aujourd'hui, je me régale à la lecture de ce monument. Ce que je ne comprends plus, c'est comment j'ai pu y être aussi hermétique pendant si longtemps. Alors, les haïkus, eh bien, peut-être, un jour, beau. De toute façon, dans le cadre de cet article, il va quand même me falloir en citer quelques-uns. Ceux, ça et là, qui m'ont vaguement évoqué quelque chose, en dépit de mon absence totale ou presque de goût pour le procédé, ce qui ne me facilite certes pas le tri. Notez, je n'étais sans doute guère plus compétent jusqu'alors. Mais là, à ce stade... À tout seigneur, tout honneur, commençons donc avec ce satané Basho, considéré comme le grand maître du haïku, et comme la figure centrale de la poésie d'Edo, le grand poète de ce temps, quand son grand romancier était Saikaku, qui avait été haïkiste par ailleurs et prolifique avant de faire révolutionner la fiction, et son grand dramaturge Chikamatsu. Basho. Je m'y suis frotté à plusieurs reprises, par exemple à travers le recueil à son nom 111 haïkus, ou encore dans l'excellente anthologie composée par Nakamura Ryoji et René de Sekati, 1000 ans de littérature japonaise, qu'il abordait toutefois de manière relativement indirecte, mais sans succès. Il faudra bien pourtant, et je vais à terme creuser la question avec cette intégrale que je viens d'évoquer. D'ici là, voici 7 haïkus de Basho, parmi les nombreux à être cités dans ce recueil, qui ne m'ont pas laissé totalement indifférent, quoi. Elles vont bientôt mourir, les cigales. On ne s'en douterait pas lorsqu'on les écoute. À ma lampe, plus d'huile, je me suis couché. Dans la nuit, la lune entre par la fenêtre. Détesté d'ordinaire, que le corbeau lui-même est beau les matins de neige. Il mange les serpents, m'a-t-on dit du faisan. Terrible me paraît maintenant son cri. Si réjouissant au départ, comme il est bientôt triste, le bateau au cormoran. Alors ici, j'imagine qu'une petite explication s'impose. Les pêcheurs font plonger les cormorans et ce sont les oiseaux qui attrapent les poissons. Mais systématiquement, les hommes soustraient leur proie aux cormorans. Le spectacle ravit d'abord le poète par son pittoresque peut-être, mais la prise de conscience progressive de ce qui se produit réellement l'amène enfin à envisager la scène avec mélancolie, sinon écœurement. Allez, encore deux. De temps en temps, les nuages nous reposent, de temps regarder la lune. Tombé malade en voyage, mes rêves errent sur une plaine dénudée. Basho, dans l'optique de cette anthologie, est vraiment le maître du haïku. Nul autre n'est autant cité. Bien d'autres poètes sans doute sont envisagés, et pas des moindres, objectivement, j'imagine, par exemple Busson ou Issa, mais ils ne produisent pas le même effet, ou sur moi en tout cas. À tout prendre, ils m'ont encore moins parlé que Basho. Bon, je vais quand même en citer quelques-uns, trois autres haïkus dus à trois auteurs différents. Et tout d'abord ceci, signé Enomoto Kikaku. Sur mon chapeau, la neige me paraît légère, car elle est mienne. Ensuite, ceci, par Moikawa Kyoroku.
Dans la chambre d'un daimyo, j'ai dormi, mais là aussi, il faisait froid. Sauf erreur, les deux précédents poètes faisaient partie du cercle de Basho. Ce n'est pas le cas pour le dernier que je vais citer, plus tardif, le moine Ryokan. Un dernier pour la route, oui, et peut-être de tous ces haïkus, celui qui m'évoque le plus quelque chose, même vaguement, mais que je connaissais déjà auparavant en fait. Le voleur m'a tout emporté, sauf la lune qui était à ma fenêtre. C'est l'ultime poème cité par Gaston Redondo dans cette anthologie, et je me dis que ce n'est peut-être pas un hasard. Cette incompréhension radicale du haïku mise à part, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette anthologie de la poésie japonaise classique, le genre d'ouvrage que l'on a envie de partager, d'où ces nombreuses citations. Je suppose pourtant que ça n'était pas gagné, mais intéressé tout de même à la base par la poésie de Nara et de Heian, qui a ici comblé mes attentes, j'ai également apprécié d'avoir d'autres aperçus de l'art poétique japonais. Ainsi, ce n'était pas du tout prévu que du no. Les extraits de la Margelle Dupuis de Zeami dans Mille ans de littérature japonaise m'avaient fait un peu peur, mais ce que l'on trouve ici me parle bien davantage et il me faudra peut-être fouiller un peu dans tout ça. Une expérience à prolonger donc, y compris avec ces satanés haïkus. Avec de la chance, cela finira par m'évoquer quelque chose. Après tout, c'est ce qui s'est produit pour un certain nombre de tanka et de choka des ères antérieures. Alors, pourquoi pas? La polésie. Je parle de polésie. Tout est foutu.